qui on est une entreprise facilitatrice. On permet aux entreprises de trouver des freelances dans le domaine de l'IT, notamment de la cybersécurité. Et pour les experts freelance, on leur permet d'accéder aux projets chez nos clients. Et donc ça fait aujourd'hui maintenant 2 ans qu'on est sur la région toulousaine, qu'on a ouvert l'agence. Et dans ce cadre, j'ai eu le privilège de rencontrer Olivier Lambeau, que voici aujourd'hui, qui est expert du spatial. J'ai rencontré d'abord chez Telespazio, puis chez U-Space Nanosatellite. Et donc j'ai le plaisir maintenant de lancer cette table ronde et de donner la parole à qui le veut. Et juste pour terminer, donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir également l'amiral Arnaud Croustillère, qui est président du pôle d'excellence cyber, Mathias Julien, qui est directeur d'audit et conseil chez Ciblex, Alexandrine également, qui est avocate toulousaine spécialiste de la protection des données et de l'innovation. Et je vais donc donner la parole à Alexandrine. Bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle guerre des étoiles dans l'espace. Non pas le cyberespace, mais le vrai espace. C'était la blague du matin, de l'après-midi. On a le plaisir d'accueillir l'amiral Croustillère, président du pôle Excellence Cyber, qui va nous introduire le propos, parce que des tensions sont en cours au-dessus de nos têtes, comme on le sait. Mais de quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous? D'espionnage, de brouillage, de provocation? Quel est le degré, la nature réelle de ces menaces? Et quel impact dans nos industries? Quel impact dans l'organisation que l'armée a mis en place autour de l'espace et des satellites? Ce seront l'intégralité des thèmes qu'on va développer aujourd'hui. Donc, pour bien comprendre les enjeux et de quel type de tensions ou de menaces sur ce cyberespace, nous allons laisser la parole à l'amiral. Oui, rapidement, ça me rappelle tout ça des vieux souvenirs, avant que je bascule dans la cyber. J'étais dans les télécoms spatiales. Non, en fait, il faut considérer que l'espace, progressivement, s'est rempli de satellites en tout genre. Avant, il n'y avait que quelques satellites géostationnaires à 30 000 km. Et depuis, on a eu des Léo, des Géo, des Méo. Et toutes ces choses-là font qu'il y a beaucoup de choses qui se promènent dans l'espace, et avec de plus en plus de phénomènes qui ont été des phénomènes un peu intrigants. Puis de intrigant à ça s'avérait après que c'était des vraies menaces. Il y a quelques années, il y a eu des satellites qui sont venus proches de satellites de l'OTAN, qui les ont perturbés. Donc pendant un temps, c'était plus de la perturbation physique, de la perturbation par brouillage, de la perturbation pour forcer un satellite à changer de position. Et puis, le sujet de la surveillance de l'espace est venu quelque chose d'important. Et la France n'a pas dérogé et a investi dans un système de surveillance qui était extrêmement expérimental au début des années 90-2000, et puis qui est devenu de plus en plus un système opérationnel, jusqu'à ce que cette composante spatiale devienne une zone, là encore, où les intérêts des États se rencontrent, où un certain nombre d'États voyous n'hésitent pas à faire du harcèlement, et du harcèlement de plus en plus visible. De plus en plus visible. Donc dans les armées, vous avez eu récemment, il y a 3-4 ans, la création d'un commandement de l'espace qui est implanté ici à Toulouse et qui est confié à l'armée de l'air, qui a une double mission. À la fois une mission, il est responsable de l'exploitation et du positionnement en lien avec le CNES des satellites qui sont en espace, principalement des géostationnaires, puis quelques-uns en orbite un peu plus basse. Et de l'autre côté, de la surveillance du système spatial. Puis de fil en aiguille, les menaces devenant plus prégnantes, il a pris une responsabilité sur la cyber, mais sur une cyber un peu spécifique. La cyber au ministère des Armées, elle est sous l'autorité du ComCyber, mais après, chaque domaine du milieu a une approche un peu spécifique. On avait une pour les navires, et dans l'espace, il y en a un avec de plus en plus de choses, vu de l'espace. Pour l'espace, une attaque informatique, quand vous attaquez le réseau sol ou quand vous attaquez les réseaux de mise et maintien à poste, c'est classique, je veux dire, c'est pour un attaquant, voilà, c'est un plan physique, et ensuite c'est un plan avec des adresses IP, des serveurs, des machins dans ce genre-là. Par contre, ce que l'on voit, c'est que vous pouvez, à partir d'un satellite, commencer à balancer des signaux et ça, c'est nouveau. Et ce qui est nouveau aussi, c'est les milliers de mini-satellites, micro-satellites qui sont en vol aujourd'hui, et puis une fusion, je pense, entre ce que vous pouvez trouver sur des drones et sur les satellites. Donc la naissance vraiment d'un nouvel espace qui est un challenge pour la France, mais aussi pour les démocraties.
D'accord, donc effectivement, un challenge pour les démocraties, on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait un historique de ces tensions, une montée en puissance, Olivier, par rapport à toutes ces menaces? Est-ce qu'on parle vraiment d'agression caractérisée ou... Effectivement, il y a des agressions caractérisées, parce que pas plus tard que ce matin, je n'avais pas prévu de le dire à cette table ronde, mais comme je l'ai écouté ce matin durant l'introduction de Pascal Andréi d'Airbus, c'est que je savais que le satellite Spot-7 ne fonctionnait plus, puisque j'en étais un utilisateur au niveau d'acquisition d'images. Et en fait, il a annoncé pas plus tard que ce matin que c'était suite à une attaque cyber des Chinois qui avaient rendu le satellite inopérationnel. Donc c'est un satellite qui avait été vendu mais opéré par Airbus au Kazakhstan. Maintenant, si je reviens sur de l'histoire que j'avais déjà connue par avance, c'était typiquement, il y a eu des satellites militaires français qui ont été approchés concrètement par des satellites potentiellement, et même c'est avéré que c'était des satellites russes. Et je me rappelle d'une anecdote, je peux le dire, puisque maintenant c'est dans pignon sur rue, c'est qu'à l'époque, je m'occupais des opérations de ces satellites militaires de télécommunications, donc à 36 000 km, un jour, les militaires me disent « Olivier, il fallait que tu viennes, on a quelque chose à t'exposer ». Donc je monte à Maison Lafitte, on m'expose la chose, j'indique effectivement le type de menace et de risque potentiel possible si on vient écouter trop près un satellite. Puis quand je suis parti, là déjà, je me rappelle, Olivier, la réunion n'a pas eu lieu. Mais quand même, quelques années plus tard, un général a décrit la situation qui s'était produite. Et effectivement, c'est des attaques où ils viennent écouter et potentiellement, ils peuvent casser des codes de cryptage. Et si je reviens dans le monde civil, on a eu des expériences. Il y a quelques années, je me rappelle, on faisait une table ronde à Florence sur la cyber. Et juste avant, il vient d'avoir eu une attaque de TV5 qui avait été perturbé et ne pouvait plus fonctionner suite à une attaque cyber d'un satellite de diffusion de TV5. Et puis si je reviens encore plus récemment dans le temps, en 2022, au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine utilisait les satellites KASAT, des satellites de télécom qui font de l'Internet depuis le géostationnaire à 36 000 km, pour pouvoir communiquer aussi bien que les troupes ou avec d'autres systèmes. Eh bien, les Russes ont fait une attaque. Cette attaque-là a fait un déni de service pour les Ukrainiens, mais il y a eu des dommages collatéraux. Tout le système énergétique éolien allemand était télécommandé par ce genre de liaison, a été interrompu. Et moi-même, un simple citoyen français qui utilisait cette liaison dans ma maison de campagne, et pendant plus d'un mois, je n'ai plus eu de liaison satellitaire parce qu'ils avaient quand même réussi, via cette attaque, à détruire les modems qui étaient au sol. Donc il a fallu attendre plus d'un mois pour reproduire des nouveaux modems, les diffuser aux utilisateurs et les réinstaller pour remettre le fonctionnement. Donc ce sont des vraies attaques qui se réalisent. Et donc clairement, il y a des risques qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais plus ça va aller, plus les risques vont croître, compte tenu du nombre de satellites qui volent et aussi des enjeux majeurs de l'usage du spatial. On le voit dans les conflits avec Starlink, etc. Il y a plein de... Et puis on cherche maintenant à faire des satellites qui viennent écouter les autres, y compris la France, pour montrer notre capacité à faire de la guerre spatiale active. Donc il y aura de plus en plus de conflits. Et le passé nous a montré que c'était déjà arrivé. Donc des agressions de plus en plus fréquentes, de plus en plus graves, qui ont des répercussions au sol. Attention, je reste dans le terme agression, il faut faire attention. Parce que l'agression, au terme du droit des conflits armés, c'est un sens très précis. Donc là, ça va être des attaques, oui, ok, c'est des attaques, mais qui sont sous un seuil qui n'est pas une attaque contre l'État. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de conséquences. Donc c'est bien le problème de l'arme cyber, parce qu'on reste sous un seuil qui ne déclenche pas toutes les procédures de légitime défense qu'une nation pourrait faire. Donc là, il faut suivre l'affaire, ce qui se passe actuellement avec les drones, les drones au Danemark. Donc on va être dans une phase de gesticulation politico-militaire déclenchée par un événement dans lesquels les Russes sont très souvent les spécialistes du harcèlement pour tester, déstabiliser. Et l'espace ne va pas échapper, il n'échappe pas à tous ces sujets. Si je peux rajouter, excuse-moi Alexandrine. En fait, Mathias Julien de Cyberlex. Merci. En fait, l'intitulé de cette table ronde, c'est la nouvelle guerre des étoiles. La guerre des étoiles existe depuis longtemps. Elle existe au moins déjà depuis George Lucas. Ça, merci à lui. Et ensuite, le milieu de l'espace a toujours porté des enjeux stratégiques énormes. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est tout l'écosystème. Le milieu de l'espace devient un théâtre d'opération, au sens militaire du terme. Vous avez parlé d'armée tout à l'heure,
Alexandrine, bon, bref, mais il y avait une doctrine dans l'armée de terre qui s'appelait Au Contact, il y a quelques années encore. Et ça, typiquement, voilà, ça c'est nouveau. Dans l'espace, des satellites vont attaquer des satellites, comme on voit dans les films de science-fiction. Ça, c'est un premier élément. Il y a l'intensité du combat et les terminologies sont très importantes. Ça, c'est nouveau. Donc ça, pour moi, c'est la nouvelle guerre des étoiles. La guerre des étoiles, elle existe depuis toujours. Globalement, comme on ne pouvait pas y aller, je vais parler simplement, on sécurisait l'information. Moi, j'ai cryptographe de formation, donc on fait des codes secrets plus ou moins difficiles à balayer. Il y avait aussi de l'interception, il y avait aussi le brouillage déjà, mais toujours depuis la Terre. Donc, une nouvelle composante, c'est cet aspect, ça devient un vrai théâtre d'opération. Il faut du coup qu'on se prémunisse de ces risques et donc de ces menaces, avec des technologies ou des techniques ou des process que nous, on avait l'habitude d'utiliser en cyber, en crypto de terre. Donc tout ce qui est l'écoute des signaux électromagnétismes, tous les mécanismes Tampère, tous les mécanismes Tempest, qui sont des protections vraiment spécifiques des systèmes qu'on peut atteindre quelque part. Ça, aujourd'hui, on est en train de l'envisager pour le spatial. Donc pour revenir, sans rentrer dans le détail de tout, la nouvelle guerre, c'est un nouveau théâtre d'opération, des nouveaux acteurs. Il y a les acteurs privés qui sont entrés en force, on va dire, dans le monde du spatial, et des nouvelles technologies. Comme on a vécu la convergence des technologies typiquement dans l'aérien, on a aujourd'hui ce genre de mécanisme qui fait que les technologies spatiales sont de plus en plus des technologies COTS, presque du grand public, quelque part, on va dire. Et malgré le fait que le spatial a toujours été un théâtre dans lequel la résilience et l'autonomie étaient toujours très importantes pour les produits, aujourd'hui, il y a des composantes qui ont changé qui font qu'on va adresser différemment cette nouvelle guerre. Et encore une fois, pour conclure, et c'est ce qu'on disait quand on préparait cette table ronde, tout va quand même se jouer au sol. Et du coup, on va renforcer encore plus, c'est ce que disait l'amiral, à la fois les industries, à la fois les écosystèmes et à la fois les systèmes sol qui finalement pilotent ou exploitent nos satellites. Et dans cet environnement, comment finalement s'articule le rôle du ministère de la Défense ou plus largement de l'État dans la protection de ces nouveaux théâtres d'opération, sans que ce soit finalement des agressions? Du coup, il y a vraiment une marge de manœuvre. Non, mais le ministère des Armées, lui, est responsable des opérations militaires et de la défense de ses propres systèmes. Oui. Donc, il va essayer de se débrouiller pour défendre ses satellites qui sont géostationnaires et qui sont plus bas. Après, pour qu'ils commencent à venir rentrer dans la défense des autres satellites, on change de critères. Bon, par contre, maintenant, avec le système de surveillance de l'espace, bien sûr que l'information va être rendue disponible aux grands industriels français, qu'on appelle en jargon les OIV, qui opèrent des satellites. Mais il faut pas se dire que le ministère des Armées va défendre tout ce qui est bleu, blanc, rouge dans l'espace, comme il ne défend pas non plus tout ce qui est bleu, blanc, rouge à la surface de la mer, ou ainsi de suite. Le ministère des Armées, il a une mission bien claire, un cadre juridique très clair, qui sont les opérations militaires. Donc, opération militaire, c'est soit déclenché par un candidat, ou soit c'est déclenché par le président de la République. Et puis après, il faut qu'il aille voir le Parlement. Mais on est dans un cadre juridique qui est assez clair. Voilà, donc il ne faut pas faire de fantasme. C'est pas parce qu'il y a un commandement de l'espace qu'il va prendre en compte dans son parapluie la protection des satellites vendus par EADS, je ne sais pas trop qui, Airbus aujourd'hui. En complément de ce que dit l'amiral, effectivement, le ministère des Armées, il a ses enjeux, les enjeux de l'État. Mais globalement, tout l'État français va aider à sécuriser l'écosystème. Que ce soit, que ce soit les opérateurs, le CNES ou d'autres maillons de la chaîne spatiale, mais aussi, je pense, à l'accompagnement que des DGSI ou autres peuvent faire aux industriels. L'idée, comme je le disais, finalement, cette nouvelle guerre, elle va intensifier la sécurisation de ce que j'appelle le bocal, en fait. Là où nous, les poissons, on est en train de se balader. Et ça, l'État, c'est pas seulement au travers du prisme du ministère des Armées qui va agir, c'est au travers de beaucoup d'autres prismes. Juste pour compléter, sur notre entreprise pilotée par le SGDSN, secrétaire général de la Défense nationale, qui pilote la coopération interministérielle sur les différents secteurs et puis la relation aussi avec les grands industriels de défense. Donc vous avez toute cette échelle-là. C'est pour ça qu'on parle de SGDSN, défense et sécurité. Et puis ça implique aussi les forces de sécurité intérieure, tu as bien dit la DGSI, la DGSE et ainsi de suite. Olivier Lambeau. Alors, juste un complément, effectivement. L'armée, le commandement de l'espace ne va pas défendre
de tous les systèmes spatiaux. Par contre, il y a quand même des actions qui sont prises dès maintenant. C'est-à-dire il y a des programmes qui sont lancés, comme le programme Toutatis, où il y a un satellite cible. Mais la cible pourrait être un autre satellite d'une force ou d'un pays étranger. Mais en l'occurrence, ça serait une cible à nous qui serait non coopérative mais connue. Et puis un satellite chasseur. Donc l'idée, c'est de démontrer, parce qu'on est observé, qu'on est en capacité de pouvoir approcher une cible et pouvoir faire des différentes actions au-dessus, d'écoute, d'attaque laser, etc. Donc ça, c'est un programme qui devrait voler en fin 2026, début 2027. Et qui serait opéré, pour le fait, par le CDE. Ce seraient eux qui seraient les opérateurs. Donc c'est très intéressant, ça c'est très d'actualité. Et du coup, comment ça va s'articuler avec l'écosystème industriel, comment ça peut se mettre en place? Est-ce qu'il y a des coopérations entre les OIV et ce système de protection? Non, l'emploi des moyens du ministère des Armées ne se passe pas comme ça. Le commandement de l'espace et un commandement, comme il y en a les commandements de zone maritime, ainsi de suite, et toute opération militaire est coordonnée par le centre de préparation et de conduite des opérations qui est à Paris. Donc dans ce cadre-là, quand on fait une opération militaire, on regarde les différentes possibilités et ce sera du coup le président de la République qui demandera au chef d'état-major des armées de mener ou de ne pas mener un certain nombre d'opérations selon le cadre juridique qui est plus ou moins clair. Voilà. Donc tous ces processus sont, je veux dire, assez classiques. La seule chose qui est différente, c'est qu'il y a un nouveau commandement qui commence à avoir des moyens d'action, donc il faut qu'il apprenne à s'en servir. Un peu comme on a commencé les débuts de la cyber il y a une bonne dizaine d'années, avec une arme offensive qu'on sait utiliser techniquement. Maintenant, comment on intègre cette arme offensive dans la panoplie militaire des armées, comment on fait du ciblage, comment on encadre, comment on est sûr que le cadre juridique qui est le nôtre est pratiqué, c'est ça qui fait partie de toutes les contraintes d'emploi. C'est pas parce que c'est en espace que ça déroge au droit des conflits armés, au droit international humanitaire et ainsi de suite. Donc c'est tous ces sujets, il y a beaucoup de sujets pour les juristes. Oui, je vois ça, des sujets très spécialisés sur le droit de la guerre, c'est très d'actualité d'ailleurs. Du coup, on a bien compris le mécanisme finalement le prérogative d'intervention de l'armée. Et tout à l'heure, on parlait d'OIV et d'industrie. Et comment se protègent finalement les industriels du privé? Comment mettent-ils en œuvre finalement comment intègrent-ils ces nouvelles menaces et ils s'en protègent-ils? Peut-être Mathias ou Olivier? Est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques qui les protègent? Alors, on a évoqué les moyens de sécurisation et par exemple, typiquement, la loi de programmation militaire 2014 qui a mis en place l'instruction interministérielle 901 qui a identifié les OIV et a déployé des processus d'homologation de sécurité, donc tout ce qui est l'appréciation des risques sur les systèmes qui sont amenés à aller dans l'espace et à être exploités ou à participer à la chaîne d'utilisation de l'information spatiale. Au revoir. Au revoir, amiral. Donc ça, typiquement, c'est un moyen de sécurisation très important qui a amené à monter en maturité depuis 2016 à peu près l'ensemble des industriels et de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs dans l'écosystème spatial autour en Occitanie, ne serait-ce que si on prend cet écosystème très dense sur l'aspect spatial. Donc comme je disais, ça participe aussi de la contrainte de l'État qui amène à se sécuriser encore plus. Et c'est clairement pas la seule. Mais pour revenir sur les questions de tout à l'heure, ça serait une erreur de penser que la guerre des étoiles est une affaire d'armée et seulement d'armée. C'est pas du tout un combat traditionnel. C'est pas du tout un combat avec un engagement comme on a aujourd'hui dans différents théâtres d'opérations terrestres. C'est un combat qui est à la fois qui va être à tous les plans en fait, qui va au niveau des usages dans un premier temps. L'alimentation des données, on le sait, on a discuté en début de journée sur l'IA et sur autres. Toute la manipulation des données, c'est dans tout le monde. Il y a des acteurs privés qui sont maintenant des acteurs de premier plan dans la conquête spatiale, les lanceurs et autres. Ça, il faut qu'on en tienne compte parce que même les armées sont obligées de faire envoyer des satellites sensibles par des lanceurs privés, par exemple. Dans les technologies, c'est la même chose. Les technologies, aujourd'hui, le spatial utiliser certaines technologies. On a des technologies spécifiques de sécurisation de la protection de l'information ou des systèmes d'information pour le terrestre. Il va falloir qu'on les fasse migrer pour des systèmes qui vont vivre 40, 50, 60 ans dans l'espace. Donc on a vraiment plusieurs plans de sécurisation qui sont que la prolongation
de ce qu'on a fait, parce qu'on avait parlé aussi d'intégration de la sécurité dans les projets. C'est quelque chose qui, j'en suis témoin dans les entreprises terrestres, a quand même encore du mal à avancer. On a encore beaucoup d'espace pour déployer tout ça. Dans le spatial, pour le coup, ça existe depuis des années. Moi, je fais de la cyber depuis presque 30 ans. Il existait déjà les ECSS, qui sont un framework de standardisation, de coopération européenne, dans lequel il y avait déjà de la sécurité de l'information qui était prise. La sécurité by design, c'est l'idée de mettre la préoccupation de sécurité dès le lancement du projet et pour le produit jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, effectivement, on parle de satellites, pas des téléphones portables qui vont durer 2 ans, mais de satellites qui vont durer 40 ans ou plus, si on le peut. Olivier. Je vais compléter par un peu une histoire sur les technologies, parce qu'effectivement, ce n'est pas une histoire nouvelle, tout ce qui est cyber et risque de cassage des informations entre le satellite et la Terre. Il y a une trentaine d'années, moi je l'ai vu faire, on mettait des clés de cryptage hyper secrètes qui étaient fournies juste un jour ou 2 avant le lancement. On venait les ingérer mécaniquement, c'était un composant électronique qui les contenait. On avait des jeux de test pour jouer avec au sol, mais on venait mettre un composant qui était apporté par des militaires, je parle de satellites de défense, et qu'on venait plugger sous coiffe, où il n'y a que 4-5 personnes qui étaient présentes à la manip, sous haute surveillance, et ça partait comme ça, donc les clés étaient quand même assez béton. Ceci étant dit, avec le temps et les technologies, cette fois-ci, ça a été traité encore autrement, c'est-à-dire qu'il y avait des clés, cette fois-ci, qui n'étaient plus hardware, mais qui étaient software, qui étaient ingérées par un ordinateur en mode tempête pour ne pas être écouté au moment de la mise sous coiffe, aussi, ou juste avant la mise sous coiffe. Et ensuite, le lien bord-sol était avec des systèmes qu'on peut retrouver chez SFR ou tous les systèmes de téléphonie de saut de fréquence pour faire en sorte qu'on ait les liaisons les moins sensibles au brouillage et au cryptage possible. Et puis, plus ça va, il y a des sociétés maintenant spécialisées dans le cryptage et les technos qui viennent s'ingérer dans les designs satellitaires pour encore augmenter ces performances-là. Donc, c'est quelque chose qui est pris en compte depuis très longtemps. Et puis, comme disait Mathias, c'est que maintenant, le maillon faible, ça peut être aussi l'activité faite par le designer au sol. Et on voit que la DGA, avec la BPI, a mis en œuvre un dispositif qui s'appelle le cyberdiagnostic, qui est basé sur des contraintes DGA, où les entreprises qui souhaitent continuer à travailler pour la DGA seront amenées à avoir ce diagnostic réalisé. Et le diagnostic, ce n'est que la prise de la température. Et après, il faut lancer des opérations pour résorber les maladies éventuelles liées aux failles dans toute la conception et la vie de l'entreprise. Mais c'est déjà un point important de lancer ce genre d'activité pour augmenter les capacités des entreprises à résister aux attaques diverses et variées. Oui, on retombe sur des mécanismes finalement classiques, terrestres, de cyberprotection. On protège l'entreprise, le noyau, la crypto. Et ensuite, on peut s'assurer que toute cette chaîne-là se prolongera pendant X années dans un satellite. Vous vouliez rajouter Oui, c'est tout à fait ça, Alexandrine. C'est-à-dire qu'en fait, on a porté pendant très longtemps l'intérêt et l'attention sur le produit. On a fait l'analyse des risques, l'analyse des menaces et mis les mesures de sécurité qui vont bien dans le produit. Comme le disait Olivier tout à l'heure, en gros, avant, on mettait une clé USB au dernier moment avec les clés de chiffrement pour être sûr que personne ne les ait vues. Bon, je caricature, bien entendu, pour l'image. Aujourd'hui, ça se fait en data loading, on l'échange à distance, etc., etc. Donc, vraiment, c'est vraiment une autre approche. C'est la même démarche, mais c'est des technologies ou des façons de faire qui sont différentes. Typiquement, à cette époque, on créait des scellés physiques pour voir pendant le transport de la coiffe à Kourou, etc., s'il n'y avait pas eu une rupture d'intégrité. Aujourd'hui, tout ça, en fait, on va l'oublier, on ne va pas s'en préoccuper et on va faire des choses qu'on pourra vérifier à distance. Donc, vous voyez qu'on est en train de changer de paradigme. En fait, on ne fait pas globalement des choses nouvelles, on fait surtout autrement les choses anciennes, quelque part. une méthodologie finalement appliquée, la même méthodologie, mais appliquée au monde de l'espace. Mais l'histoire n'est pas finie. Mathias parlait du Tempest tout à l'heure. Effectivement, tout système, on a à bord la cohabitation de ce qu'on appelle du rouge et du noir. Donc, le noir, c'est quand c'est bien crypté, on ne peut rien lire. Le rouge, c'est l'information sensible décryptée. Simultanément, ce qui est crypté apparaît, puis c'est décrypté à bord. On peut, avec des technologies d'écoute électromagnétique, récupérer les deux et puis les casser.
Ça, c'est faisable. Après, il faut des moyens sophistiqués. Et typiquement, les satellites militaires dont je me suis occupé, j'avais la charge de faire en sorte qu'on ne puisse pas le faire sur ces satellites-là. Mais tout ce qui est civil, si quelqu'un était malfaisant pour prendre le contrôle d'un satellite civil, pourrait le faire. Je ne dis pas que c'est accessible dans un garage, mais technologiquement, c'est faisable. Mais donc, j'imagine que l'histoire n'est pas finie, c'est qu'au fur et à mesure, on va devoir intégrer ces technologies pour rendre les systèmes de plus en plus robustes et immunes à l'écoute, sachant que l'écoute, il fut un temps, c'était au niveau du sol. Donc, il y a une perte de liaison qui fait qu'il faut des moyens sophistiqués. Mais avec les milliards de satellites et les petits satellites qui sont capables de faire du rendez-vous, maintenant, ça va être à proximité. Donc, on va devoir mettre des technologies type Tempest, comme sur des PC sol, pour pouvoir éviter que l'information sensible ne puisse être craquée. C'est très dense tout ça. En fait, ça nous mène, vous vouliez continuer vers comment en fait mettre en place cette stratégie de sécurité finalement au niveau des industriels avec la loi. Il y a la loi, vous parliez de la loi de programmation militaire, il y a la loi spatiale de 2019. Comment on met en place cette stratégie de sécurité ? Déjà, par rapport aux deux lois citées, on peut dire que la France est en avance sur ses préoccupations. La loi spatiale 2019, c'est une des premières au niveau international à intégrer la cybersécurité dans l'espace. Comme on disait en préparation, la communauté spatiale s'est mise il n'y a pas très longtemps en accord sur les menaces cyber qui concernent l'espace. Et on voit à partir de 2019 que ce soit les US ou d'autres qui ont intégré ça, la préoccupation cyber dans l'espace. Vous pourriez nous résumer en 2 mots ces lois, quels apports du coup ? Non. Non, mais ce que je voulais dire, et au-delà de ça, bon, il suffit de taper sur Internet et vous aurez la liste des lois. Ce qui est important, c'est la tendance, en fait. Et vers quelle perspective on va. Donc moi, je fais du conseil. Un des intérêts du conseil, c'est d'avoir une vue transversale des écosystèmes et des secteurs d'activité. Donc, quelle est cette nouvelle guerre, comme je dis, c'est surtout des nouvelles équations, des nouveaux paramètres à prendre en compte. C'est à peu près tout le temps les mêmes enjeux. La différence quand même aujourd'hui dans l'espace, c'est qu'en tapant un point, on peut avoir une pluie de conséquences dans des secteurs très différents et qui peuvent être tous des secteurs essentiels au sens NIS 2. Donc là, on voit qu'il y a une dépendance au spatial qui se renforce, donc il met encore plus d'enjeux à avoir un spatial sûr. Et dans la sécurisation, comme on disait, les technologies, les process, ils ne sont pas très très nouveaux. On va en inventer des meilleurs et puis on va faire de l'itération sur ce qui se passe sur le terrestre. Mais c'est surtout sur les process et sur l'aquarium. Dans l'aéro, l'Agence européenne de sécurité aérienne a émis un nouveau règlement qui s'appelle PARTIS, qui amène, pour être très basique, à faire des analyses de risque qui vont ensuite rentrer dans les analyses de safety, donc de accidentologie. Donc cause non intentionnelle. Donc là, ils se disent, bon, finalement, on a toujours regardé ce qui peut faire tomber l'avion et tuer des gens. Là, maintenant, on va regarder parce qu'un pirate, potentiellement, pourrait nous faire tomber l'avion. Je pense que ça, il faut, dans le spatial, se préparer à ça. C'est-à-dire, en fait, à, par exemple, faire l'analyse de risque du logiciel de design qui vous permet de faire la structure de votre satellite. Il y a quelques années, dans l'aéro, on faisait du benchmark des lois parce que, par exemple, les Chinois avaient une loi qui disait que tout mécanisme cryptographique peut être mis au sol et démonté. Donc, du coup, pour le coup, avec les avionneurs, on disait on va en mettre un petit, puis on va le mettre près de la carlingue. Comme ça, au pire, on se pose et puis on le démonte et puis on repart. Bon, je pense que dans les satellites, quelque part, on va faire la même chose, sauf qu'on ira dans l'autre sens. On le mettra encore plus loin dans le cœur du satellite, comme ça, un petit satellite d'attaquant ne viendra pas le prendre. C'est vraiment un changement on a les mêmes ingrédients, on a la même façon de faire la cuisine, mais les paramètres changent un peu. On met un peu plus de sel, un peu moins de poivre, etc. etc. Et on remonte sur l'écosystème des industriels, leur façon de travailler, leurs outils de travail, les Word, les Excel, les Google, tout ce que tu veux, les Katia et tout ça. Olivier ? En fait, au niveau cyber, on va dire les satellites, il y en a 2 types. Il y a ceux qui font des télécoms et ceux qui font de l'observation. Et les télécoms, le gros risque, je mets de côté le fait qu'on puisse prendre le contrôle du satellite et donc empêcher le satellite de fonctionner, mais la mission, c'est d'échanger des données et il peut y avoir, tu vas parler au début, du brouillage. Donc, ou alors, c'est assez classique. On peut créer des systèmes d'anti-brouillage. On vient faire des trous sur le brouilleur de manière à pouvoir fonctionner sans être altéré. Ça vole déjà. Et puis, au niveau observation, on prend des images optiques, radar. Et alors,
le risque, c'est l'altération de l'image volontaire. Donc potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui vient effacer ou rajouter, et il faut arriver à détecter, un peu comme les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, les vidéos. Il y a plein de vidéos, plein d'images qui en fait sont irréelles, mais qui ont été créées de toutes pièces par de l'IA pour donner de la mauvaise information. Ben, on peut faire pareil avec les images satellitaires, donc perturber le, comment dire, c'est plus un déni de service, c'est Non, une modification exactement. du service. Et c'est pas évident. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que de plus en plus, le flux d'images est tellement important, grâce aux constellations, etc., c'est qu'on utilise des clouds qui ne sont pas forcément souverains. Donc on ne maîtrise pas forcément la chaîne complète. Et puis je peux donner un exemple qui peut être un dommage collatéral. Je prends, ce matin, on parlait dans une des conférences du GPS spoofing. Alors ce n'est pas le fait de brouiller le GPS, mais c'est le fait d'indiquer créer une bulle en déplaçant le GPS. Donc on se croit être à un endroit qu'on n'est pas. Et typiquement, avec des images satellites couplées à du GPS, on peut aider l'agriculture à améliorer ses process. Mais s'il y a du GPS spoofing, quelque part, le paysan va répandre ses produits phytosanitaires au mauvais endroit. Ça Sur le champ d'à côté. Exactement. Donc il y a plein de champs possibles qui va au-delà de la sécurisation du satellite en lui-même. Il y a même tout l'usage qui va autour qui peut être perturbé par des attaques cyber. Mais du coup, c'est infini, en fait. Comment se protéger d'une perturbation comme ça, d'un signal? Parce que le signal existe toujours, donc on n'est pas sur une rupture de service. Il existe, on a du mal à détecter même qu'il y a une perturbation dans ce service. Comment est-ce qu'il y a des outils qui ont été développés par rapport à ça, ou c'est encore très difficile de pouvoir le détecter? Dans la détection, dans le monde des communications, on sait détecter les modifications de fréquences, de données, etc., etc. Ce qui va être plus difficile, c'est au niveau des usages, effectivement, et c'est ce que pointait Olivier. D'ailleurs, au niveau purement technique, on va regarder que le signal il correspond bien aux caractéristiques qu'on a attendues, qu'on a données en entrée, et du coup, on va avoir des éléments qui nous permettront de dire attention, il y a peut-être un risque, il y a peut-être une menace. En revanche, quand on est au niveau de l'usage, et par exemple des particuliers, typiquement l'engrais qui est réparti par un agriculteur sur la base de son signal de GPS, là, ça va être beaucoup plus difficile. Et comme de plus en plus de gens, dans de plus en plus de secteurs, vont utiliser les moyens qui passent à un moment, enfin les informations qui passent à un moment par l'espace, ça va faire cette cascade. Donc ça sera difficile. La démarche, comme je dis, le spatial, pour moi, est un des secteurs les plus matures dans le besoin d'autonomie et de résilience. Aujourd'hui, les lois dites de cybersécurité poussent tout le monde vers une logique de résilience. C'est le projet français, d'ailleurs, pour transposer Nice 2. Donc, je suis assez optimiste sur le fait que, sur le plan technologique, on sache maîtriser les problématiques. Sur le plan on va dire des RH, enfin des humains et des organisations. C'est là que la globalisation amène quelques problèmes. Et là, j'ai des idées, j'ai des opinions, mais je fais des constats. Voilà. En Occitanie, on a concentré un écosystème spécialisé de spatial. Le commandant d'espace est là. Les industries, fleurons d'industrie chez nous, sur le sujet sont là. Et tout le monde est tout autour. Donc on voit bien que finalement, on recrée un peu une enclave comme il y avait auparavant dans les ministères des armées, par exemple, dédiés ou de la défense dédiée. Peut-être que c'est ça, c'est être près les uns des autres, du coup se faire plus confiance, sécuriser un peu nos bocals et notre process. Mutualiser les pratiques. Mutualiser les pratiques, oui. De nombreux. Alors, ma problématique, c'est que ma formation, dès que vous allez me dire un truc, je vais voir ce qui est risqué derrière. Donc, mutualiser les pratiques et la globalisation et l'internationalisation, ça laisse plein de problèmes. Dans le Conseil, on le sait très bien. Aujourd'hui, les multinationales, et notamment certaines françaises, en ont fait les frais en prenant des stagiaires dans des entreprises françaises qui avaient en fait finalement des missions d'espionnage. Donc, tout ça va complexifier, mais on a toutes les bases. Il n'y a rien à inventer de nouveau. Il faut juste refaire les choses comme il faut, comme on faisait auparavant, le besoin d'en connaître, de moindres privilèges et tout ce qui va bien derrière. Olivier ? Je veux compléter, je vois que le temps, on va bientôt arriver à la fin, mais je pense que ce qui est important, c'est effectivement de tendre vers plus de souveraineté en matière de traitement des données, parce qu'aujourd'hui, principalement,
à plus de 80%, toutes les données d'imagerie sont traitées sur Amazon et Google. C'est localisé je ne sais pas où et je ne sais pas qui peut perturber ou pas les images. On voit qu'on a des constellations qui fleurissent de plus en plus, donc ça crée des menaces potentielles, mais c'est aussi un sujet qui va forcément augmenter l'usage des systèmes privés cloud, etc., pour pouvoir piloter tout ça. On ne pourra plus utiliser des systèmes souverains pour commander des satellites. On passe par des réseaux satellitaires, des réseaux terrestres qui communiquent avec les satellites, qui sont des organismes privés, donc on ne maîtrise plus la chaîne complètement. Puisque souvent c'est réparti partout dans le monde, donc on ne maîtrise pas, c'est pas le CNES qui a ses propres stations et qui maîtrise bien son sujet. Et un dernier sujet qui est important, c'est que pour pouvoir se protéger, il faut pouvoir bien voir, et la surveillance de l'espace, c'est un sujet vraiment important, aussi bien avec des moyens au niveau du sol, mais maintenant des moyens qui vont voler, qui volent déjà pour pouvoir voir ce qui se passe, qui est là, à côté de qui, et de manière à mieux connaître son environnement pour mieux s'en protéger. D'accord, en fait, l'internationalisation du cloud, ça a plus de faiblesse que de force dans cette protection de l'espace, des télécommunications, etc. C'est ça le constat qui est fait aujourd'hui, finalement. Exactement. De plus en plus, des systèmes de constellation ont besoin de beaucoup de stations sol pour pouvoir être maîtrisés. On passe par des réseaux privés, et on peut avoir qui sont utilisés par plein de compagnies différentes. On ne maîtrise plus la disponibilité en temps réel comme on pouvait l'avoir avec les satellites souverains qu'on avait pilotés par le CNES ou par la Défense, etc. On est obligé de passer par des systèmes privés, y compris pour nos systèmes étatiques, compte tenu de leur volume. Mathias, une dernière observation? Alors, par rapport à la protection de la donnée, je pense que tout au long de la journée, les thématiques ont amené à montrer que la localisation, le stockage de la donnée vont être un enjeu, une problématique, un risque en fonction des orientations qui seront prises dans l'avenir. Ça, c'est sûr, parce qu'à un moment ou à un autre, on traite de plus en plus de données, donc il faut les poser quelque part, il faut les traiter quelque part. Ça, c'est le point sur la partie données. Et donc, c'est vrai que le petit point d'achoppement, c'est sans doute sur ce point-là. Et je voulais évoquer, comme je disais au départ, ce qui est très nouveau surtout, c'est que c'est un vrai théâtre d'opération maintenant. Les satellites s'attaquent, etc., etc. Et je voulais juste, par rapport à mes histoires de concentration de système, dire qu'en fait, il faut aussi faire confiance à l'histoire, hein, prendre des bonnes décisions éclairées et avoir du bon sens, garder nos principes qu'on a toujours eu, comme je disais, besoin d'en connaître ou autre. Mais à Super Héros, j'ai encadré il y a quelques années un projet sur le traitement des débris spatiaux. Donc les débris spatiaux, rien à voir avec les attaques cyber, mais ça fait qu'il y a de plus en plus de choses qui traînent dans l'espace et que donc il faut observer l'espace pour savoir où sont les débris, pour guider les satellites, etc. etc. Donc on voit bien qu'en fait, il n'y a pas que la problématique cyber qui évolue. Tout cet espace-là où personne n'allait auparavant, finalement, on y est plus. Il y a des débris. Donc voilà, ça va se civiliser ou se structurer, je ne sais pas quel truc, se densifier. Et comme on fait maintenant du partage public-privé sur même les missions souveraines, les technos, etc., etc., je pense qu'on va y aller. Il faut juste y aller doucement. Donc une vraie guerre des étoiles au final? Je pense qu'il y a une vraie guerre des étoiles. Et puis, je vais donner une dernière anecdote, c'est qu'avec les débris, on fait des manœuvres d'évitement. Pour pouvoir les faire, il faut maîtriser le positionnement des objets. Moi, je me rappelle avoir subi une alerte sur un satellite où il fallait éviter un autre satellite qui était soi-disant en dérive, et basé sur une info fournie par qui? Par les Américains. Donc, quelque part, si on les écoute et que volontairement ils nous donnent une fausse information, on va cramer du carburant pour rien. Il s'avère qu'on connaissait l'opérateur du satellite parce qu'on l'avait fabriqué. Donc on les a contactés pour savoir où ils se trouvaient. Donc on a vu que ce n'était pas vrai, donc on n'a rien fait. Il ne s'est rien passé. Mais si on ne dispose pas en propre d'un système de surveillance où on maîtrise bien l'information, on peut très bien, avec ces histoires de débris, être attaqué, entre guillemets, d'une manière détournée, en nous forçant à bouger alors qu'il n'y a pas besoin de bouger. Donc c'est du carburant qui est cramé, donc de la durée de vie en moins, et ainsi de suite. C'est des moyens assez simples pour être affaibli par un adversaire potentiel. Eh ben, merci pour cette table ronde et ces échanges. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle par rapport à toutes ces questions techniques? Quelqu'un veut réagir? Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'I901 à un moment et je me demandais si les processus d'homologation des systèmes d'information s'est répandu dans le milieu de l'espace, et notamment dans le civil, parce que j'imagine que dans le militaire ça doit l'être, mais dans le civil.
Oui, la réponse est oui. Ça vient d'ailleurs, pour moi, de la LPM. Ça a été démocratisé récemment et en plus repris par l'ANSSI avec des méthodes, on va dire, un peu plus agiles. Mais oui, c'est plutôt né dans les secteurs critiques, en fait, quelque part. Après, il n'y a pas que ce référentiel-là, il y a aussi Digi1300 et autres qui sont. Donc il y a plusieurs référentiels. Mais à ma connaissance, oui, c'est parti de la LPM 2014. Et on l'a répandu. Et maintenant, c'est rendu systématique un peu dans toutes les entreprises qui sont vues un peu critiques, essentielles ou autres. Donc c'est une bonne chose. Je me demandais si dans les systèmes, pardon, juste pour préciser, si les systèmes d'information embarqués dans les satellites étaient soumis à des processus d'homologation. Juste pour préciser la question. Oui, alors la réponse est oui, d'un point de vue général. Après, comme disait Olivier, il y a des criticités, avec des rouges, du noir, etc., etc. Donc bien entendu, les systèmes très critiques, notamment, on parlait par exemple des clés de chiffrement. Les chiffrements, comme je vous ai dit tout au départ, au début, on protégeait que l'information. On disait tant pis, personne ne peut y aller, tout le monde peut l'écouter, parce que si on se met en bas avec une écoute, on entend. Donc on protégeait que l'information. Donc forcément, le cœur de la protection, c'était la clé. Donc forcément, on protégeait ça. Et ça, bien entendu, et on allait même beaucoup plus loin que les homologations de sécurité, avec des certifications type critères communs ou autres, en fonction des cas d'usage. Vous aviez une question ? On voit que, d'un point de vue militaire, les capacités françaises, elles sont très bien gérées depuis fort longtemps. J'allais dire, c'est même l'histoire qu'ils nous présentent. On a fait du spatial parce qu'on avait des enjeux stratégiques et opérationnels pour les forces. Là, l'enjeu, c'est quand même les nouveaux acteurs. Aller dans l'espace, c'est de plus en plus, gratuit, en tous les cas très peu cher et très peu accessible. Et donc, on a des systèmes qui peuvent voler. Monsieur et Madame tout le monde peut le mettre. En France, effectivement, on a plein de lois, mais le problème, c'est peut-être pas français, c'est les autres, parce qu'un satellite qui est de la taille d'une boîte à chaussures ou un peu plus avec une propu, s'il est hacké, c'est-à-dire si un tiers prend la main dessus, ça devient un missile. Et l'enjeu, il est quand même un peu là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus de satellites. Et là, les enjeux, c'est pas nos capacités propres, c'est comment ces structures qui sont dites agiles, etc. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont plutôt chercher le market, le budget, et pas du security by design, c'est plutôt la monnaie by design. Donc il y a quand même des passes, et on voit que les sujets de sécurité, c'est quand même beaucoup de startups qui coupent vite et qui travaillent de base au tout début avec Google ou AWS, où on leur fournit des outils gratuits pour se développer et développer leur société. Et là, du coup, tout est, assez ouvert. Et l'enjeu, il n'est pas là aussi. C'est-à-dire que tous ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le spatial, c'est pas security by design. On aura beau dire qu'on sait faire plein de choses, que la France fait des lois, que l'Europe fait des choses, mais l'enjeu, c'est quelques satellites français ou, 95% des autres sujets. Et là, comment vous voyez les choses ? C'est une très bonne question. Alors effectivement, si on prend le cas des Français, pour avoir travaillé dans des startups avec des petits satellites, on va dire entre guillemets simplifiés, on a quand même la LOS, la loi d'opération spatiale, qui est imposée par la France, et qui nous impose des règles de design et puis de contrôle qui est quand même avec certaines contraintes. Mais ceci étant dit, même si c'est insuffisant, les autres, ils n'ont rien du tout. Donc effectivement, c'est un peu comme le changement climatique. La France produirait plus de CO2 ou un produit, ça n'a pas d'effet sur le reste du monde. Le problème, c'est qu'il y a le reste du monde. Et effectivement, le vrai risque, c'est qu'un satellite, si je prends le cas, je me suis occupé d'opérations de 2 satellites récemment. Moi, récemment, c'était en mars. On en avait que 2, nous. Il y en avait 74 à bord du lancement. Donc 74, il n'y avait que peut-être 2 autres Français, mais le reste, c'était d'universités, de droite et de gauche. Donc effectivement, il y a un gros risque de petits satellites qui soient utilisés comme munitions téléguidées dans l'espace. C'est une bonne remarque. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas dire comment ça va évoluer, mais je peux être qu'un peu pessimiste quand même. En complément, je rajouterais que, toujours avec mes images de bocal, de terrain de jeu, tout ça, voilà, c'est un nouveau terrain de jeu, c'est une jungle qui est ouverte et qui est plus accessible, effectivement. Maintenant, même n'importe qui va pouvoir y aller, puisque voilà. Ils sont quand même pas à l'abri de problématiques techniques sur la durée, de problématiques financières. On le voit chez certains grands acteurs américains, heureusement. Mais effectivement, le monde des startups autour et le monde des jeunes entreprises, on parlait et j'intervenais
sur l'IA, la sécurisation en fait, de l'apparition de l'IA dans les solutions des fournisseurs, par exemple, typiquement. Donc, il rejoint tout à fait la problématique. Il est clair que le niveau de risque, il monte. Ça, c'est sûr qu'il monte. On voit bien dans les comètes CNES où on se croise ou autres, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. On sait très bien que d'un point de vue de maturité, ils vont être très bons sur le segment de leur expertise, mais pas sur tout le reste, la qualité, et la cybersécurité. Donc ça c'est un vrai défi, parce qu'on veut quand même utiliser leur techno ou leur savoir-faire pour aller beaucoup plus vite. Il faudra faire des choix, quoi. Moi, j'ai pas une réponse évidente. Je suis un petit peu réactionnaire par défaut, mais c'est peut-être mon métier qui fait ça. Mais donc j'aurais tendance toujours à avoir une approche prudente, ça c'est sûr. Je pense que, comme on parlait je parle beaucoup d'écosystème, parce qu'à mon avis, la vérité elle va venir de là, si on a la capacité à se positionner. Olivier a dit des réalités, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, les repositories des données, c'est tout quasiment américain. Donc ça, c'est une vraie problématique, il faut qu'on l'intègre comme un paramètre. Et ensuite, les petites startups, comment s'assurer en fait qu'elles apportent le bon niveau et qu'elles ne créent pas une faille incroyable. Ça, c'est un vrai défi. On a heureusement des choses qui sont déjà en place. Et pour reboucler, je vois que Ludovic s'agite parce qu'on est en train de manger tout le temps. Typiquement, il parlait du DIAC Cyber qui est cofinancé par BPI, etc. Donc, il facilite en fait l'accès pour des petites structures qui n'ont pas beaucoup de financement ou de budget dédié aux cybersécurité à avoir déjà un premier regard. Au moins pour moi, je l'ai déjà dit ce matin, la prise de conscience déjà, on a gagné quelque chose. Donc, voilà. Oui, en fait, c'est des questions. On revient sur des questions de cyber un peu plus classiques, finalement, de souveraineté et de choix des budgets. C'est toujours la même chose parce qu'il n'y aura jamais personne pour faire la police derrière la mise en application de ces réglementations. Donc, merci en tout cas pour vos questions et vos réponses. Cette table ronde qui a été très riche. Et je rends la parole à Monsieur Ludovic